Premier de la conférence Ouest avec un bilan de 15 victoires pour 4 défaites, meilleure défense de la NBA haut la main. OKC commence vraiment à ressembler à un contender, c'est très sérieux. On les a vus 2 fois affronter les Spurs, on les a beaucoup regardés parce que c'est l'une des équipes les plus intéressantes de la ligue actuellement. C'est pour ça qu'on a choisi d'en parler cette semaine dans Mobb Deep avec Hugo. Hugo Lovec qui est de retour avec nous. Hugo, on les a vus 2 fois cette année le Thunder. Est-ce que tu as bien aimé voir cette équipe en action ? C'était très plaisant. Voilà. C'était très plaisant, c'est une équipe extrêmement agréable à regarder jouer déjà parce que ça défend, on va en reparler, et puis voir Shai Gilgeous-Alexander faire ses petits trucs, c'est toujours super. Non, équipe très très sympa à regarder jouer, puis on va en parler, voilà, il y a plein de choses à dire. Et je pense que le thème vraiment du podcast, l'idée c'était de se poser la question de est-ce que malgré leur jeune âge, 25 ans de moyenne... Ouais, c'est ça, un petit peu moins, mais... Après, approximativement 25 ans. 25 ans de moyenne, donc c'est tôt pour parler de contender généralement, mais pourtant, il ressemble vraiment à une équipe qui peut jouer le titre. Moi, je voulais parler un petit peu de ça. Donc, pour rentrer dans ce podcast, déjà, je te pose la question, est-ce que pour toi, OKC, c'est un contender ? Oui. Je pense que c'est difficile de pas dire oui, justement, au regard de leur début de saison et aussi au regard de leurs concurrents. Oui, très clairement, OKC est un contender. On va voir un petit peu si on les met au même niveau que Boston, par exemple. Mais oui, OKC... Tu fais du teasing, mais dis-nous direct, est-ce que tu les mets au même niveau que Boston ? Admettons qu'on fasse une tier list des équipes de la NBA maintenant, et qu'on ait un tiers, vraiment les favoris pour le titre, les contenders, un petit peu second rang, tu vois, pas les favoris, mais quand même contenders, les équipes qui peuvent créer la surprise, tu les mettrais dans quelle catégorie ? Avec Boston et Denver. Avec Boston et Denver, tout en haut, chez les vraiment favoris, ouais. Ok. Je pense. Je pense que j'ai la même chose. Je sais pas si j'ai Denver, je sais pas si j'ai Dallas, les Cavaliers, mais Celtics, Thunder, pour moi c'est un lock. Parce que déjà il y a le bilan qui parle un petit peu. Voilà, c'est... Gagner des matchs, ça aide à ressembler à une bonne équipe. Et puis il y a aussi le côté où je trouve que ce qu'ils font actuellement, c'est très tenable sur toute la saison. C'est très jouable en play-off. Et tactiquement, c'est intéressant. Et justement, je ne veux pas qu'on perde trop de temps sur ces questions de contender, etc. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que le Thunder est aussi un contender, pardon. Ça nous intéresse, on va essayer de répondre. J'aime bien dialoguer un petit peu dans les coms. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Mais je veux qu'on parle tous les deux plus de l'aspect du jeu, qu'on parle de tactique, qu'on parle de défense surtout. Parce que je pense que c'est vraiment l'emphase qu'il faut mettre sur cette équipe du Thunder. C'est la meilleure défense de la NBA. 103 de defensive rating, donc 103 points encaissé sur son possession, qui est une stat qui est très pertinente quand on parle de défense généralement. Donc c'est 11 points de moins pour son possession que la moyenne de l'NBA. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle une défense élite. C'est comme Minnesota l'année dernière. C'est comme, en fait, les meilleures défenses qu'on a vues ces 10 dernières années. On est dans cette range-là. Et on voit sur le terrain, ça se confirme à l'ATS directement, que c'est une défense qui est irrespirable. Je te lance dans le grand bain parce que je trouve que c'est un sujet qui est très, 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 très large. Qu'est-ce que toi, tu penses de la défense de Thunder ? Il y a plein de choses à dire sur cette défense, et d'ailleurs, elle est irrespirable, et elle est un petit peu particulière en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que le socle défensif intérieur d'OKC au début de la saison, c'était Chet. Et ça le restera, je pense, une fois que ça va le rester quelques années, on va pas se mentir, mais là, pour l'instant, Chet est blessé. Qu'on dise un mot sur Chet rapidement, parce que vu qu'il est blessé, je suis pas sûr qu'on en parle beaucoup, mais on parle d'un joueur qui était donc dans la discussion pour le défenseur de l'année. Clairement. Et qui méritait largement cette distinction-là, qui est un merveilleux protecteur de cercle, excellent sur les aides. Tu vois, il est grand, longiligne, mais surtout très intelligent, très mobile. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de Chet dans les podcasts, mais je tiens à rappeler quand même qu'on parle de peut-être un top 5 défenseurs en NBA actuellement, tout poste confondu. On compare souvent Chet et Wembanyama défensivement, pour le coup c'est totalement justifié. C'est l'avenir défensif de la ligue, tu vois, très clairement. Du coup je t'ai coupé, pardon, tu disais sans Chet Holmgren. Voilà, et justement quand Chet s'est blessé au bout de 10 matchs, Chet joue 10 matchs, on était peut-être un petit peu inquiet sur la défense intérieure du Thunder, parce qu'à l'extérieur, autant vous dire, vous avez juste à regarder l'effectif, vous comprenez tout de suite. On avait peut-être un petit peu cette inquiétude de savoir comment OKC allait s'adapter, puisqu'en plus Hartenstein était aussi blessé. Et au final, force est de constater que Marc Daigneault et le Thunder se sont merveilleusement bien adaptés en proposant des line-up défensifs très très small ball en fait, où souvent Alex Caruso se retrouvait à jouer pivot, ou Jalen Williams se retrouvait à jouer pivot, et en fait il y a comment dire, c'est impressionnant, ça débloque des possibilités défensives complètement folles.
quasiment tous les matchs, on a pu voir, vu que ton line-up est très small ball, il y a quasiment toujours un défenseur du Thunder en pression tout-terrain sur le porteur de balle adverse. C'est irrespirable. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est exceptionnel. Bah, j'en pense beaucoup de bien. J'ai écrit là-dessus et justement, donc j'ai écrit là-dessus pour Basket Session. Je vous mettrai le lien en commentaire. J'ai un peu plus en profondeur sur tout ce qui est stats, etc. Mais en fait, globalement, moi, j'étais pas inquiet par rapport à la perte de Chet Holmgren. Alors évidemment, tu sais que la défense va prendre un coup parce que encore une fois, tu perds un des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais j'étais pas inquiet parce que dès le début de la saison, Mark Daigneault, qui est un coach qui est beaucoup dans l'expérimentation, a commencé à mettre en place des line-up small ball dans lesquels Caruso jouait pivot, dans lesquels Jalen Williams jouait pivot. J'ai check la stat. Williams et Caruso cette saison défendent respectivement 25% du temps et 22% du temps à pivot. Je pense que c'était pas prévu comme ça. Un quart du temps sur un pivot quand t'es Jalen Williams, c'est pas l'archétype type de défenseur intérieur. On est d'accord. Alex Caruso non plus, mais ils peuvent. Et ils peuvent parce que t'as parlé de la défense extérieure qui met une pression folle. C'est une équipe qui a tendance à défendre tout terrain énormément, qui a tendance à mettre une pression constante sur le porteur de balle, qui met une pression de fou sur le porteur de balle sur pick and roll. Déjà, juste sortir la balle de ta moitié de terrain, c'est compliqué. C'est compliqué, je sais pas, mais ça demande des efforts. Ça demande des efforts largement supplémentaires par rapport à d'autres équipes, ouais. Et pour le coup, en fait, constamment, c'est un enfer pour les porteurs de balle de jouer cette équipe parce que tu perds la balle sur isolation, tu perds la balle sur pick and roll. Pick and roll, j'ai calculé aussi, 24% du temps, le porteur de balle perd le ballon sur pick and roll, ce qui est gigantesque. C'est vraiment un purgatoire. Et comment dire. Et donc, cette pression extérieure dont on parle, qui est parce que je sais pas si on va y revenir forcément, mais pression gigantesque sur le porteur de balle, mais en plus, on essaie de couper à fond les lignes de passe, avoir une défense disruptive, donc qui perturbe, qui casse les lignes de passe, qui essaie de casser l'attaque, pour générer des interceptions et des transitions. Ça, ils le font super bien. En fait, finalement, ils le font à l'intérieur aussi. Bien sûr. Le pivot, il reçoit la balle au poste bas. Le pivot, il reçoit la balle, du coup, sur le dunker spot. Et t'as des joueurs qui lui sautent dessus pour lui arracher le ballon. T'as des joueurs qui se positionnent entre le passeur et lui pour lui faire perdre la balle. Les 24% de perte de balle sur pick and roll, c'est ça aussi. C'est tout ça. Et c'est la pression défensive sur la balle qui compense pour le manque de taille parce qu'ils savent que verticalement, ils pourront pas assurer. Exactement. Mais depuis qu'Hartenstein est revenu, il en a remis 5. Et là, c'est quand même... on revoit plus traditionnel, entre guillemets. Voilà. Plus traditionnel, et ça fonctionne très bien pour l'instant. Hein. Mais oui, c'était impressionnant de voir à quel point, quand un intérieur adverse recevait la balle au poste ou à moins de 3 mètres du panier et qu'il était défendu par Alex Caruso, c'était impressionnant de voir la rapidité d'adaptation de la défense pour venir le trapper, lui faire provoquer une perte de balle, l'empêcher de mettre la balle au sol, en fait. Et forcément, ça génère beaucoup de points sur transition. Sur transition, OKC sont très forts aussi. Donc c'était impressionnant. J'ai ça sur transition, c'est 116,5 points pour 100 possessions, ce qui est très 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 au-dessus de la moyenne. Et en fait, c'est logique finalement. Ils ont joué du coup San Antonio récemment. Sauf erreur de ma part, toi t'étais côté Spurs avec Victor, avec les autres, etc. Moi je suis allé côté Thunder pour poser des questions aux joueurs d'OKC. Tu vois, Jalen Williams, on lui a posé la question par rapport à qu'est-ce qui fait que l'attaque a pas fonctionné contre San Antonio sans Victor. Il nous a expliqué que c'est la défense et que toute leur attaque est basée sur la défense, sur le fait de générer des interceptions, sur le fait de créer des situations de contre-attaque. Il dit vraiment c'est notre agressivité en défense qui nous permet d'obtenir des stops et de partir en transition. Et c'est à partir de là que le Thunder peut dérouler son jeu. Donc en fait, il y a vraiment ce côté où la défense fuel l'attaque, ce qui est vraiment du coup un classique en NBA, j'ai envie de dire. Beaucoup d'équipes jouent en transition et ça montre à quel point c'est une équipe défensive et à quel point la défense est centrale pour OKC, plus que je pense pour n'importe quelle autre équipe en NBA. Parce que on parle tu vois, les Rockets par exemple, qui sont la deuxième meilleure défense de l'NBA. Il y a beaucoup d'isolation à l'extérieur, il y a beaucoup plus de jeux qui est développé hors transition, alors que finalement le Thunder, je pense que j'ai même c'est ça, ils ont 17,8% de leur possession sur transition, ce qui est la troisième meilleure moyenne de l'NBA. J'ai plus en tête qui sont les deux équipes devant, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui se nourrit vraiment de sa défense dans tous les compartiments du jeu. Tu faisais la comparaison avec les Rockets, ce qui fait aussi que les Rockets jouent beaucoup
moins en transition et plus sur demi-terrain, c'est parce que leur arme offensive numéro 1 est un pivot. Donc forcément, t'as plus envie de jouer sur demi-terrain. Mais justement... Je suis pas d'accord avec toi sur l'arme numéro 1 des Rockets, mais c'est pas le sujet. C'est un autre débat. Comment dire, en fait, à OKC, la défense est tellement étouffante et tout le monde remplit parfaitement son rôle. En fait, moi j'ai eu la sensation en regardant OKC que chaque joueur savait absolument son rôle et ce qu'il devait faire en défense, et qu'il y avait une cohérence tactique en défense mise en place par Marc Daigneault qui était sublime. Et justement, tu compenses peut-être. Alors attends, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Tu compenses peut-être un manque de talent en attaque. Évidemment, t'as Shai, évidemment, t'as Jalen Williams qui sont des attaquants formidables, mais autour, c'est peut-être moins des talentueux. T'as peut-être un peu plus de limites offensives avec cet effectif. Par contre, défensivement, t'as presque aucune limite. Je pense que t'as vraiment pas de limite défensivement. Je sais pas si l'équipe est si limitée que ça offensivement, dans le sens où Shai déjà est vraiment un... Ça suffit à faire tourner une attaque, hein, qu'on soit clair. Non. Ça suffit presque à faire tourner une attaque. Tu me feras jamais dire qu'un joueur suffit à faire tourner une attaque. Tu pourras jamais faire ça. Mais Jalen Williams, on en a parlé défensivement sur le côté, il joue au poste de pivot, il est très polyvalent. Donc déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il peut jouer au pivot, mais il peut aussi défendre. Je pense des postes 1. Il y a peut-être des postes 1 qui ne peuvent pas défendre de manière élite en NBA, parce qu'ils sont peut-être un peu trop rapides. Mais déjà, je suis pas sûr. Mais c'est aussi parce qu'on met d'autres joueurs dessus. Il peut défendre des postes 1 ou 2 jusqu'à 5. Mais offensivement parlant, Jalen Williams, très bon créateur offensif, très bon joueur sur transition, sur jeu placé. Ils ont cette arme-là. Chet Holmgren, on en a parlé comme le socle défensif du Thunder. Offensivement, avoir un pivot qui peut stretch à ce point, avoir quelqu'un qui est aussi adroit, qui a une aussi bonne lecture du jeu, et qui a une telle menace de lob, c'est aussi gigantesque. Caruso, c'est un joueur qui est intelligent, qui peut vraiment créer pour les autres. Voilà, en fait, ils ont beaucoup d'armes. Et je pense Hartenstein, c'est peut-être justement, et j'ai envie qu'on parle un petit peu des additions qu'ils ont fait cet été. Hartenstein, c'est peut-être une des plus grosses additions sur le plan offensif. Clairement. Parce que, donc déjà, ça renforce ta raquette défensivement, bien sûr, mais offensivement parlant, ça t'offre un second choix sur pick and roll, un intérieur plus traditionnel pour jouer sur pick and roll, même s'il reste, on va dire, très dégourdi, balle en main. Et c'est un joueur qui s'était illustré au Knicks, un peu moins aux Rockets, dans ce compartiment-là du jeu où justement il a une bonne intelligence, il peut redistribuer le ballon, etc. Donc il fluidifie aussi l'attaque plus que la plupart des pivots backup de la ligue. Mm-hmm. Il pose de très bons écrans, il est un vrai partenaire de pick and roll. Très bon poseur d'écran. Ouais. Et du coup, t'apportes une qualité supplémentaire à cette équipe qu'elle n'avait pas nécessairement, qui est cette capacité à aller jouer au poste, je sais pas, peut-être sur des positions occasionnelles, mais en tout cas d'avoir un intérieur big qui peut percuter dans la raquette et qui peut vraiment poser un nouveau type de défi à une équipe qui chercherait à s'adapter face à Chet Holmgren qui lui a pas le physique pour faire ce que fait Hartenstein. Et Hartenstein est capable aussi, on l'a vu sur le peu de matchs qu'il a joué cette saison, il est capable de créer pour les autres, en plus. Dans toute proportion gardée évidemment, hein, mais c'est très intéressant l'arrivée. Allons sur les arrivées cet été là. Donc il y a Isaiah Hartenstein et Alex Caruso. Est-ce que le Thunder pouvait vraiment faire mieux comme signature cet été? Déjà en prenant en compte la free agency en question, voilà. Je suis pas sûr. Bon, après il y a peut-être moyen de faire mieux. Tu signes LeBron James au minimum, ce genre de choses, tu vois. Non mais c'est vrai. Dans un monde réaliste. Mais dans un monde réaliste, je pense que déjà, le truc qui est bien avec le Thunder, c'est que tu vois qu'il y a vraiment une vision de la part de Sam Presti. Quand tu regardes leur draft, quand tu regardes leur signature, il y a vraiment une cohérence dans le projet où non seulement tu essaies d'avoir des joueurs qui fit avec ce que fait ton coach. D'ailleurs, on en a parlé avec Marc Daigneault aussi quand il est passé à San Antonio. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons posé la question, mais il a longtemps parlé de comment est-ce qu'il choisit les joueurs qui vont rentrer en programme à la draft, à la free agency, quel input il donne. Il dit, je suis pas le décisionnaire. Évidemment, il a son mot à dire partout. Et tu sens que tous les joueurs qui rejoignent le projet de Casey sont des joueurs qui fit avec le projet. Bien sûr. Hartenstein, arme supplémentaire qui s'intègre bien dans le projet. Caruso, je sais pas s'il y a un seul joueur en NBA qui était disponible sur le marché des agents libres qui a plus profil Thunder que Caruso. Alex Caruso, bien sûr, c'est vrai. Parce que pour le coup, on a parlé de la polyvalence défensive de Williams. On a parlé de Caruso qui défend les pivots. C'est exactement ce qu'il apporte. Il apporte grosse défense, extrêmement polyvalente. Création pour les autres au-dessus de la moyenne, capacité de scorer sur transition très solide, et Caruso est pas un shooter honteux, loin de là. C'est pas un top shooter. Mais il peut sanctionner. Donc c'est un ajout qui est vraiment intéressant et vraiment impactant.
D'ailleurs, quand tu regardes son temps de jeu, déjà, tu vois qu'il a pris une place directement archi importante dans la rotation. Il a 20 minutes par match. Et l'impact est immédiat. Bien sûr. Enfin, et en plus, en signant Caruso et Hartenstein, bon, malheureusement, il s'est blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Mais tu signes Caruso, tu sais que Day One, t'as quelqu'un d'opérationnel qui fit parfaitement avec ton collectif, ton plan de jeu et au profil de ta franchise. Et c'est du pain béni. C'est clair. Et même quand tu regardes la draft du Thunder là, cette année, Ajayi Mitchell déjà, qui franchement m'a beaucoup impressionné. Je sais pas combien il a de minutes par match, 15 minutes par match, bon déjà, enfin 16,3. C'est peut-être voué à redescendre quand ils ont un effectif plein, mais c'est déjà intéressant. Et franchement, la défense on-ball, même ce qu'il apporte, j'ai envie de dire, offensivement, il shoot pas tant que ça, il a pas beaucoup de place offensivement, mais il fait les bonnes lectures, c'est un joueur qui est très en avance. Tu vois, c'est un mec qui est drafté à 22 ans, profil type de ce que le Thunder draft depuis un an, en sachant qu'ils veulent être compétitifs prochainement quand même. Ils le sont déjà maintenant, du coup. Mais du coup, il est en avance. Défensivement, il est en avance. On l'a vu quand, à San Antonio, ils ont fini par défendre tout terrain. C'est Mitchell qui défendait tout terrain sur les extérieurs des Spurs, de la ligne de fond jusqu'au début de l'action sur jeu posé des Spurs, en fait. Et donc, ils font vraiment confiance défensivement. Ils s'intègrent vraiment bien là-dedans. Et même, je pense, la surprise, c'est surtout Dillon Jones. Le mec, c'est un choix 26. Et pareil, il prend quasiment 10 minutes par match. Là, on le voit de plus en plus. Il apporte une bonne énergie. Profil ailier physique, intéressant, fort défensivement. Encore une fois, c'est des mecs qui correspondent totalement au projet du Thunder. Clairement, puis même des joueurs comme Aaron Wiggins et Cason Wallace, par exemple, s'intègrent parfaitement là-dedans. J'ai plus en tête exactement le nombre de minutes qu'ils jouent par match, mais même sur un faible échantillon, ils apportent toujours quelque chose de positif. Ils apportent toujours... Cason Wallace, on parle même pas de faible échantillon, genre il a vraiment une place. Ah oui, non, mais Cason Wallace, pour le coup, c'est... Même Aaron Wiggins. C'est deux joueurs importantissimes. Mais ouais, en fait, et je te lance là-dessus, on a vraiment le sentiment que défensivement, les possibilités sont infinies parce que tu as un effectif d'une polyvalence folle. En fait, quand j'ai regardé les stats avancées du Thunder pour préparer mon article, j'ai checké tous les petits compartiments du jeu dans les stats avancées. Qui défend le mieux sur le pick and roll? Qui défend le mieux sur isolation à l'extérieur? Qui défend le mieux sur les end-off? Qui défend le mieux au post-up, etc. La réponse, dans la vaste majorité des cas, c'est Oklahoma City. Peu importe le domaine dans lequel tu examines les stats avancées, Oklahoma City est dans le top. Alors, ils sont peut-être pas dans le top en termes de protection cercle, mais ils sont pas loin. Ils sont super investis, mais en fait, ils sont partout. Parce que justement, tu le dis parfaitement, ils ont une variété de profils qui leur permettent de tout faire. Alors, non seulement de tout faire dans un match, tu vois, quand tu déroules ta rotation, de changer de couverture défensive, de proposer des choses variées pour perturber l'attaque adverse. Tu vois, par exemple, quand ils sortent une défense en zone et qu'après ils reswitchent une défense indiv, etc., switcher les systèmes défensifs, c'est le meilleur moyen, je pense, de perdre l'attaque, surtout aujourd'hui en NBA, surtout en NBA tout court, où les attaques sont pas vraiment prêtes à attaquer de la zone. Quand tu as plein de joueurs différents, tu peux mettre en place pas mal de zones différentes, pas mal de systèmes défensifs différents qui vont perturber l'attaque. Tu peux faire ça. Mais en plus, tu peux ajuster ta rotation à l'équipe adverse en fonction des profils. Et ça, Marc Daigneault, il n'hésite pas. Sur un match, il y a un mec qui va être sur le banc alors que d'habitude, il joue 20 minutes par match parce qu'il a besoin d'un profil qui est plus grand, peut-être plus lent et plus physique pour contenir X ou Y joueurs. Il va faire changer de rôle. Chet Holmgren, il va arrêter de le faire défendre vraiment beaucoup en drop, il va le mettre beaucoup plus en indiv, il va le faire monter plus haut sur les écrans parce qu'il sait qu'il faut aller défendre, je sais pas, contre les Warriors par exemple, beaucoup plus haut sur Steph Curry. En fait, il a des joueurs qui sont polyvalents, il a un effectif qui est polyvalent, et du coup, l'équipe fait tout très bien. Je sais pas si toi, tu arrives à identifier une seule partie du jeu où défensivement, le Thunder est pas élite. Je pourrais même pas te dire. Honnêtement, je pourrais même pas te dire. Et à voir en vrai à San Antonio quand on les a vus, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Physiquement, tu veux dire? Physiquement, l'intensité physique et justement la profondeur jusqu'au bout du banc et cette polyvalence chez quasiment tous les joueurs de l'effectif, ça leur permet de garder un degré d'intensité physique du début à la fin. Et il y a quelque chose aussi de très intéressant. Shai est un excellent défenseur. Je vais pas Shai. Shai, excusez-moi, Shai. Moi aussi, je dis Shai des fois parce qu'il y a Shai Mamou qui exact, fait des gros mais c'est bisous. parce que je pense trop à Shai, c'est pour ça. Mais Shai est un défenseur excellent. Mais dans cet effectif, en fait,
ça lui permet de pas être envoyé sur le meilleur attaquant adverse tous les soirs. Et en fait, c'est une chance inouïe, en fait, d'avoir clairement... je pense que c'est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, en tout cas. Il est pas élite, mais il est parmi le haut du... Il est dans le haut du panier. Je sais pas s'il est pas élite. Je sais pas trop où le placer exactement. C'est pour ça que j'étais un petit peu en mode... Mais pour moi, il est clairement dans le haut du panier. Il est peut-être élite. Je pense qu'il est élite. Mais au final, on le voit quasiment tous les soirs, c'est pas lui qu'on envoie sur le meilleur extérieur adverse. Mais le pire, je pense, c'est que même au-delà de ce truc-là, les équipes, des fois, quand elles cherchent le switch sur pick and roll et qu'en face, c'est le line-up très small... pourquoi je te donne en anglais le line-up petit du Thunder avec 5 extérieurs qui switch, ils vont chercher le switch sur Shai. Alors que du coup, il est plus grand que la plupart des extérieurs. Mais on en est rendu là quand même. Il est plus physique, il va plus vite, il suit bien défensivement. C'est quelqu'un qui est globalement volontaire en défense, qui du coup s'intègre aussi très bien dans ce système de défense disruptive. Tu vois, si tu prends les Cavs par exemple, Donovan Mitchell, c'est le point faible défensif, Darius Garland aussi, mais le backcourt des Cavs dénote avec l'intensité défensive du front court des Cavs, par exemple. Au Thunder, t'as pas de point faible comme ça. Clairement. Il n'y a pas de joueur que tu veux vraiment avoir sur pick and roll. Donc tu vas chercher Shai par défaut. Et ouais, t'as raison, c'est, je pense, un bon indicateur du niveau défensif de ces gars-là. Quand même. Mais d'ailleurs, quand tu regardes... Moi, ce que j'ai toujours dit, pour moi, voir la NBA en vrai, ça n'a pas forcément une plus-value gigantesque. C'est parler aux gens, etc. Mais je n'ai pas l'impression qu'on comprenne mieux le jeu que des gens qui sont en France. Par contre, un truc que tu vois vraiment quand tu es sur place et que tu réalises pas quand tu es en France, c'est le physique des joueurs. Ah ouais, c'est... En fait, quand tu arrives au niveau du terrain et que tu les vois comme je te vois là, comme tu croises tes collègues de travail, etc., et que tu vois leur taille, leurs bras, leur physique, etc., tu l'évalues de manière extrêmement différente. Je trouve qu'avec le Thunder, on prend une claque. Ouais, et l'intensité, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup plus. Le degré d'impact physique sur chaque contact, tu vois. Par exemple, on a beaucoup vu les Lakers à San Antonio. Anthony Davis, quand il met un écran, je peux vous dire qu'on sait qu'Anthony Davis met des très très bons écrans très intenses. T'entends la mâchoire se briser contre... J'irai pas jusque-là non plus, mais de le voir en vrai, on le ressent encore plus. En fait, j'ai l'impression que ce sentiment est même décuplé. Et alors, ok, ici... Moi, franchement, j'étais scotché. Hein. Je t'avoue, j'ai moins le ressenti sur l'intensité de. C'est pas un truc qui m'a sauté aux yeux, mais c'est peut-être possible. Je ferai plus gaffe la prochaine fois. Mais par contre, ouais, sur le physique, juste, en fait, et surtout, tu sais, quand on voit le match, on est d'en haut, mais quand avant le match, on est au niveau de l'échauffement et tout, quand on est dans les couloirs, qu'on croise les joueurs, etc., et que tu les vois à vraiment notre niveau. Ils sont pas dans le même monde. Mais c'est ça, en fait, et tu constates vraiment le physique, tu le vois très différemment de quand tu vois à travers un écran avec une caméra qui est positionnée d'une certaine manière, enfin tu vois, ça déforme beaucoup de choses en fait. Ouais, quand tu as LeBron James à 1m50 de toi qui est en train de prendre des tirs, c'est assez impressionnant. Ouais, bon. C'est assez impressionnant. Bon, là j'ai vraiment pris ouais, voilà. le pire exemple, mais le physique des joueurs est... Mais du Lou Dort par exemple. Lou Dort, et puis de toute façon, ça, on le voit aussi à la caméra, j'ai envie de dire. Mais c'est un tank, et en physique, en vrai, c'est pire. Et je trouve que du coup, dans cette équipe, c'est un truc dont on parle. Enfin, tu vois, souvent dans les podcasts, dans Moop Deep, je veux dire, je parle beaucoup de stats, etc. On parle assez peu du physique des joueurs. Et finalement, en fait, on parle des points marqués, etc. Mais juste, la qualité physique d'un effectif, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais grande ouverte. Merci. Mais j'ai besoin de le dire. Merci quand même. pour ça. Mais le Thunder, pour le coup, je pense que c'est peut-être un des effectifs les plus qualitatifs physiquement de la ligue, dans le sens où ils ont beaucoup de taille, ils ont beaucoup de joueurs qui sont très forts. Lou Dort, tu regardes, c'est vraiment un mur. Chet Holmgren, ok, il est fin, mais c'est pas grave parce qu'il est très grand, très long. Il encaisse très bien les contacts. Je sais pas s'il encaisse si bien que ça les contacts, mais... par rapport au poids qu'il fait et à sa corpulence. Est-ce qu'on devrait vraiment évaluer ça par rapport au poids qu'il fait, ou est-ce qu'on devrait juste l'évaluer par rapport au reste des pivots de la ligue? C'est plus difficile d'encaisser des goûts de gros contacts quand tu es de corpulence plutôt fine. Ouais, mais du coup, t'évalues sa capacité à encaisser les contacts par rapport aux autres pivots, pas par rapport à lui-même. On s'en fout qu'il... Je veux dire, si un mec est censé être nul quelque part et que finalement il est... Mais justement, il l'est pas. Mais non, mais ce que je te dis, c'est que il prend quand même beaucoup moins bien les contacts que Hartenstein et que beaucoup D'accord, d'autres. ok, oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais surtout, c'est ça qui compte. C'est... Dans ce sens-là, ok. Parce que c'est un match-up, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais par contre, t'as raison, il encaisse mieux les contacts. Ce que je veux dire, c'est que même lui, s'il encaisse moins bien les contacts,
il a une qualité en termes de longueur, en termes de taille, qui apporte immensément dans cette défense-là. Il y a la dureté des extérieurs. Caruso, c'est pareil, c'est une machine. Shai, il est particulièrement grand. Tous tes meilleurs attaquants, tes meilleurs défenseurs, en fait, ont un avantage de taille et de physique quasi permanent sur les joueurs adverses. Et là où je trouve que justement, il compense beaucoup pour quand il y a Chet sur le terrain, le manque de résistance au contact par rapport à des pivots qui seraient plus tankés, plus petits et moins fins, c'est que justement, on revient à cette histoire de pression sur le porteur de balle où, du coup, pour distraire en fait du fait que tu peux jouer ce match-up au poste, enfin justement pour t'empêcher de jouer ce match-up au poste, bah, tu mets la pression sur la balle pour éviter qu'ils aillent au poste. Donc même leur faiblesse, ils ont des réponses tactiques pour ça. Et ce qui m'amène à un truc, c'est est-ce que le MVP de cette équipe, est-ce que le socle défensif de cette équipe, c'est pas Marc Daigneault? En tout cas, c'est sûr que, bon, si on prend que les coachs, oui, c'est sûr qu'il est dans le très très haut du panier. Ce que tu dis quand on prend que les coachs, est-ce que tu as envie qu'on place Marc Daigneault dans la tier list des meilleurs défenseurs on-ball de la ligue? Qu'on s'amuse à... Il pourrait. Non, oui, Marc Daigneault, forcément. Après, quand une équipe est très forte, c'est aussi souvent parce qu'il y a un coach qui a des idées. Moi, je m'ai chauffé maintenant, je vais voir Marc Daigneault défendre sur des gens, tu vois. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué. Moi, et plutôt grand d'ailleurs, Marc Daigneault aussi. Mais plutôt grand. Je suis pas observateur. Mais oui, forcément, quand tu as une équipe qui a défensivement, qui propose autant de choses tactiquement, c'est qu'il y a forcément un coach un petit peu intelligent derrière. Quand même, souvent. Désolé, j'enfonce une porte ouverte aussi, mais... C'est la journée porte ouverte, voilà. Aujourd'hui. Très bonne vanne. Je sais, ça t'arrive de temps en temps. Mais moi, ce qui me frappe avec Marc Daigneault, c'est, tu l'as dit, je vais un peu me répéter, c'est cette capacité constante à s'adapter. Même à s'adapter en fonction des équipes qu'il affronte, mais aussi à s'adapter au cours des matchs. Tu vois, tu l'as très bien dit, un joueur qui a 20 minutes de temps de jeu sur certains matchs va peut-être en avoir 2 fois moins sur un autre parce qu'il sera un petit peu moins adapté au match-up, qui sera un petit peu moins adapté à la physionomie et à la tournure que prend un match. Et en fait, cette profondeur d'effectif, on va pas se mentir, c'est plus facile de s'adapter quand t'as un effectif profond aussi. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que tous les voyants sont réunis. J'ai l'impression que tout n'est pas parfait, non, mais un peu quand même. Tu vois, t'as la polyvalence, t'as la profondeur d'effectif, t'as un coach intelligent, donc t'as réponse à tout, finalement. Je sais pas si justement, ça amène, je trouve, à la question la plus importante sur comment dire? Les limites? En fait, la question la plus importante sur le Thunder, finalement, c'est est-ce que ce qui se passe actuellement en saison régulière et la domination défensive et la domination globale qu'ils ont sur les équipes adverses, quand tu regardes au différentiel pour 100 possessions, c'est, si ça n'a pas changé, le deuxième plus gros différentiel, derrière les Cavs, qui, eux, ont un modèle qui est vraiment basé sur l'attaque. L'attaque, ouais. Et généralement, tu sais que quand une équipe base son jeu sur l'attaque, en playoff, ça peut être plus compliqué parce que les défenses se resserrent et que toutes les équipes ne défendent pas très sérieusement en NBA en saison régulière. La question pour le Thunder, c'est est-ce que ce modèle défensif et ce qu'ils font actuellement, c'est, à ton avis, transposable en playoff? Est-ce que toutes ces armes-là, avec tout ce qu'on a dit, donc une défense extérieure extrêmement agressive, la polyvalence qu'ils ont sur les défenseurs, un stat a parlé légèrement de limite offensive, donc c'est un truc à prendre en compte, je pense, le tacticien qu'ils ont à la tête du programme, est-ce que tout ça, ça leur suffit pour devenir des contenders et jouer sereinement le titre pour toi? Est-ce que tu penses qu'au début des playoffs, ils vont garder le même niveau? Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Parce qu'il y a... Très honnêtement, pour moi, cette solidité défensive, c'est même pas une question, elle restera toute la saison, y compris en playoff. Je vois pas pourquoi ça changerait. Souvent, tu vois, si c'était inversé, les Cavs, l'exemple des Cavs est très parlant parce que c'est la meilleure attaque. On sait qu'une attaque, ça peut... Bon, déjà, quand t'as des mauvaises nuits, hein, entre guillemets, le basket est un sport d'adresse, donc forcément, tu peux avoir des nuits sans, et donc là, ton attaque, t'as beau avoir la meilleure attaque de la ligue, tu peux passer complètement au travers. J'ai quand même l'impression qu'avoir une stabilité défensive et une régularité défensive du début à la fin, c'est plus facile, en fait. Et ça t'apporte beaucoup plus de certitude. Et c'est ça qui est fort, je trouve, aussi avec la défense de Casey, c'est qu'il y a défensivement presque jamais de soir où ils sont pas dedans.
Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est du début à la fin, depuis le début de la saison, on arrive à un quart de la saison, ouais. Nous, on les avait en back-to-back. En plus, Et ils ont moins défendu tout terrain, ils se donnaient un peu moins. ça reste une défense extrêmement sérieuse. En fait, j'ai du mal à m'imaginer OKC ne pas défendre un soir. Et passer complètement. En fait, pour moi, ça n'existe pas. Après, ça c'est logique, ils vont défendre. Enfin, je veux dire, surtout s'ils vont en playoff, logiquement, ils vont défendre. Donc, en fait, c'est quoi le problème de OKC défensivement si ça va en playoff ? Il n'y en a pas. Après, la question, c'est plus. Parce que pour moi, il y a la question de la volonté, mais je trouve qu'on en fait toujours sur la volonté des équipes qui veulent, etc. Le Thunder, ils veulent gagner des matchs. Aucun doute. Ça, moi, j'ai mes doutes. Maintenant, la question que je trouve peut-être compliquée, mais que je voulais poser à ce moment-là, c'est plus la question de l'efficacité. Est-ce qu'ils peuvent sustain ce truc ? Parce que ils sont top défense actuellement, mais on l'a dit, ils sont très sérieux tout le temps, alors que d'autres équipes le sont peut-être un peu moins. Mm-hmm. Est-ce que, du coup, le différentiel va pas se réduire ? Peut-être un petit peu. Mais je pense pas forcément. Je suis d'accord quand même sur le fait que je sais pas si je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et sur le côté un petit peu, il n'y a pas un soir où tu vas pas défendre, etc. C'est pas une rhétorique à laquelle j'adhère forcément, parce que je pense que toutes les équipes en playoff vont défendre tous les soirs. Mais défendre avec un tel niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont défendre au maximum de leur capacité. Logiquement, toutes les équipes le font. En fait, pour moi, la question ne devrait pas être est-ce qu'OKC va pouvoir garder un tel niveau défensif, mais plutôt de savoir est-ce que les autres équipes, en fait, vont être capables offensivement de leur proposer des choses pour les embêter. Ouais, c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le voir, en fait. Ouais, mais c'était le sous-entendu de l'efficacité. Je suis désolé, c'est ma faute. D'accord, Benjamin. Les questions n'étaient pas bien. Je suis désolé. Ce que je voulais dire, c'était plutôt ça. Mais ouais, non, puis c'est de manière générale par rapport à tout ce que le Thunder fait. Est-ce que c'est sustainable ? Est-ce que c'est tenable ? Je suis désolé. Des fois, on me fait des commentaires. Monsieur habite aux États-Unis. Bah, toi aussi maintenant. Oui, c'est vrai. Voilà. Je dis pas sustainable. Oui, c'est vrai. Mais tu verras après. Ça arrive. Je pense que ça arrivera. Mais non, c'est vrai que. Après, je pense que je reste d'accord avec toi. De toute façon, sur le fond du truc, c'est une équipe qui a les armes, la polyvalence, le coaching. Tout pour maintenir un très très haut niveau défensif. Maintenant, je me pose une question, c'est est-ce que offensivement ils vont pouvoir tenir ? Et alors j'ai parlé du fait qu'ils ont les armes pour tenir offensivement, on a parlé de Shai. Un truc qui m'inquiète, c'est, et crédit à Azad qui passait dans Moby l'année dernière, @azmat_la_NBA sur Twitter. J'en profite pour passer une petite reco pour le Dreamcast Show sur YouTube, qui est un super podcast. Je mettrai un petit truc ici pour que vous puissiez aller voir. Azad, il avait fait une petite étude statistique justement sur à quel point est-ce que les attaques qui se basent sur la transition en saison régulière arrivent à tenir en play-off. Et ce qu'il avait remarqué dans ces études statistiques, c'est que souvent les équipes qui se basent sur la transition à partir de ballons perdus sont des équipes qui ont tendance à perdre beaucoup de possessions sur transition en play-off et qui n'arrivent pas à garder en fait ces termes-là pour développer leur jeu, tandis que les équipes qui font beaucoup de transitions sur rebond live vont être des équipes qui vont continuer d'être des équipes très efficaces sur transition en play-off. Et le Thunder est une équipe qui génère beaucoup de transitions à partir des pertes de balles. Est-ce que à partir du moment où tu as des systèmes plus complexes, où les attaques sont plus concentrées aussi, parce que c'est quelque chose qui est aussi vrai en play-off, où du coup les équipes font plus attention à la balle et s'adaptent à la défense Thunder, parce que pour l'instant ça marche dans un sens, moins dans l'autre, même si on voit des équipes sur certaines séquences qui s'adaptent, est-ce que à partir de là, tu pourras toujours générer les possessions qui vont te permettre de déployer ton jeu offensif, comme le disait Jalen Williams. Et je trouve que c'est ce qu'on a vu à San Antonio, justement. Quand ils ont perdu contre les Spurs, c'est parce que défensivement, ils étaient moins agressifs, ils ont généré moins d'interceptions, et donc, c'est ce que Williams disait, en fait. Ils ont été moins efficaces en attaque. Et j'ai l'impression que sans ces pertes de balles, je vais pas dire qu'ils pourraient s'effondrer, mais ils pourraient perdre, en diminuant légèrement leur volume d'interception, l'avantage qui leur permettrait de dominer les playoffs. Et pour l'instant, c'est ça mon sentiment d'inquiétude. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un peu le point d'ombre, je dirais, qui plane autour du Thunder. J'ai du mal à évaluer les limites offensives, en fait, de cette équipe. J'ai du mal à les situer. J'ai du mal à savoir leur plafond. Et en fait, je sais pas encore, et je pense que toi aussi, on a du mal à savoir qu'est-ce qui se passerait justement si générait pas tous ces points sur transition qui proviennent d'interceptions. En fait, on n'a pas encore un échantillon assez élevé, je pense, pour le savoir.
c'est peut-être le point d'inquiétude, tu vois. Mais j'ai presque envie de dire, c'est un point d'inquiétude bon. Je sais pas. Enfin, moi, ça m'inquiète pour de vrai. Non, mais je trouve ça... Pour l'instant, on est à peu près 20 matchs là, cette saison. Ils en ont joué 19. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que nos inquiétudes sur le Thunder, qui sont des contenders, ce soit sur ce point-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas pareil si je suis d'accord. Enfin, en fait, je pense aussi que c'est juste une question de comment tu les vois. Est-ce que tu les évalues par rapport au reste de l'NBA ? Parce que tu fais quoi si, justement, le scénario que tu as évoqué arrive en play-off ? Bah, tu te fais éliminer. Est-ce que tu n'as pas d'autres solutions qu'on n'a pas encore vues ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment eu besoin de les déployer pour le moment. Je trouve que c'est trop contradictoire de dire pendant la saison régulière, ils font bien la défense et ça va les porter vers les playoffs de manière positive. Et en même temps de dire, ils n'ont pas déployé leur plein potentiel en attaque, mais une fois que les playoffs vont commencer, ils vont pouvoir jouer différemment et ça va aller. C'est bizarre, tu vois, parce que du coup, est-ce que la saison régulière a du sens ? Est-ce qu'on ne devrait pas retirer beaucoup de trucs qu'on a dit précédemment ? Ensuite, tu vois, là, je regarde, c'est la 10e attaque de la Ligue, 113,7 points pour 100 possessions. J'ai donné 7 en défense, donc je voulais être even avec l'attaque. Ensuite, je sais pas, enfin, moi, la question, je me souviens des Bucks en 2023, par exemple. Les Bucks en 2023 étaient l'une des équipes qui jouait le plus sur les transitions après perte de balle. Une fois qu'ils sont arrivés en playoffs, c'est qu'ils sont arrivés contre des défenses qui étaient plus serrées et donc contre des attaques qui concédaient moins de pertes de balles, ils se sont cassés la gueule. Tu prends les Raptors de Nick Nurse. Ils ont pu parfois aller un peu loin en playoffs, je me souviens dans la bulle notamment, en jouant avec leur jeu sur transition à partir des pertes de balles. Tu joues contre une équipe comme le Heat, du coup en 2020, qui a une défense plus serrée et qui pareil est capable de mettre en place des systèmes avec Spoelstra pour empêcher de laisser la défense casser les lignes de passe, tu t'effondres. Et il y a ce truc permanent, et donc je pense que pour moi ça reste une vraie inquiétude de voir si le Thunder peut développer un jeu vraiment efficace sur jeu placé en play-off contre des défenses serrées. Parce que tu regardes aujourd'hui, sur demi-terrain, ils sont pas du tout mauvais. C'est la 9e attaque sur demi-terrain, mais ils génèrent entre guillemets que 100 points pour 100 possessions. C'est très loin de ce qu'ils font sur c'est 100 points pour 100 actions. Je perds mes stats, 115,5 pour 100 possessions. C'est éloigné quand même de ce qu'ils font sur transition. Et c'est normal, tu marques beaucoup plus sur transition, on est d'accord. Mais du coup, je sais pas s'ils ont vraiment les armes, parce que pour l'instant, s'ils sont aussi efficaces sur jeu placé, c'est aussi parce que les équipes, du coup, anticipent la transition d'abord, cassent la transition, et après la possession sur jeu placé, ils vont la jouer avec un mismatch, etc. Enfin, je suis désolé, c'est confus depuis tout à l'heure. Du coup, je me pose vraiment la question, comme on pourrait se poser la question pour la défense des Cavaliers, comme on pourrait se poser la question sur beaucoup d'autres éléments, est-ce qu'ils ont vraiment les armes pour assurer niveau offensif en play-off ? Le shoot aussi, ça rentre là-dedans. Le shoot peut aussi être un point d'inquiétude. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont très impactants quand ils cut, des joueurs qui sont très impactants quand ils jouent en transition, mais j'ai peur qu'il y a un manque de shooting dans cette équipe. Shai n'est pas un immense tireur à 3 points. Non. Après, il joue beaucoup en isolation, il prend un tir difficile. Bien sûr. Moi, j'ai envie de dire, le fait qu'OKC ait beaucoup joué sans intérieur cette saison, ça nous permet pas aussi d'avoir une pleine idée de ce qu'ils sont capables de faire en attaque. On l'a dit, Hartenstein est un super joueur en attaque qui est capable de débloquer beaucoup de choses, facilitateur, très bon poseur d'écran, qui peut même créer pour les autres. Chet Holmgren, polyvalence aussi en attaque due à son profil et à son physique très atypique, capable de stretch, il est très grand donc il peut aussi proposer des choses sur pick and roll en tant que rollman et tout ça. Justement, on l'a pas beaucoup vu. Donc vrai. Est-ce que déjà on va voir avec Hartenstein et je trouve qu'il fait déjà du bien en attaque, mais est-ce que justement quand on va avoir Chet qui va être de retour avec Hartenstein qui va sortir du banc, en fait, ça va débloquer certaines possibilités offensivement, ça va apporter de la richesse et de la diversité dans leur jeu offensif, ce sera peut-être un petit peu moins stéréotypé, et justement avec ces deux intérieurs qui sont plutôt de bons créateurs offensifs, tu vois, ça va justement t'apporter de la variété et t'offrir des possibilités sur demi-terrain. De toute façon, c'est aussi là-dessus que je voulais t'amener, parce que là j'ai essayé d'être le méchant, parce que j'aime pas parler pendant tout un podcast de tous les points positifs. On a beaucoup parlé positivement de la défense du Thunder, donc il fallait que je trouve un
point négatif. Malgré tout, c'est vrai qu'à l'échelle de la Ligue, ça reste une équipe qui a beaucoup de certitudes pour avancer en play-off. Et la tactique permettra aussi de débloquer des choses sur demi-terrain. Et t'as raison, les intérieurs aussi. Et en fait, aussi, ce que je me dis, c'est que si le Thunder pense que cette année, ils peuvent jouer le titre, Sam Presti, au début de la saison, disait on a besoin de temps, il faut qu'on intègre les gens, etc. On sait qu'on va pas commencer à la 3e base, il disait, comme au baseball, dans l'idée de dire toutes les autres équipes ont besoin de plusieurs années pour devenir des vrais contenders, peut-être que nous aussi. Mais s'ils sentent qu'en fait leur équipe court un peu plus vite et qu'effectivement ils arrivent à la 3e base un peu avant tout le monde, je pense que Sam Presti est le genre de GM qui peut faire les bons choix. Effectivement, 3e porte ouverte. Euphémisme. Je pense qu'on a fait plus de portes ouvertes que ça en vrai dans le podcast. C'est possible, on recomptera. On les a pas toutes. On fera un petit compteur en haut. J'aurai la flemme. Mais Sam Presti, c'est un GM en qui tu peux avoir confiance. Et je lui fais évidemment plus confiance qu'à moi-même pour identifier si est-ce que le Thunder a besoin d'un nouveau créateur balle en main pour aller derrière Shai et derrière les porteurs de balles secondaires que sont Wallace, que sont Jalen Williams, que sont Alex Caruso, etc. S'il a besoin de shoot, je pense qu'il pourrait aller chercher la deadline. Bien sûr. Et ce qui est terrifiant avec le Thunder, et j'aimerais qu'on termine sur ce thème-là, c'est que, on l'a dit au début du podcast, ils ont 25 ans d'âge moyen, un peu moins que tu disais. Et là, on en parle comme un contender, on est d'accord, c'est un contender. Je pense que c'est pas la peine d'en parler trop parce que pour toi et moi, on est d'accord là-dessus. Tu me parles pas d'âge. T'as vu, je fais des refs au foot. C'est magnifique. Là, je suis très étonné. Les gens qui regardent la Late Session seront aussi très étonnés parce qu'à chaque fois, je parle très mal du foot. Voilà, Benjamin n'y connaît rien, disons-le clairement. Ouais. Pas rien, mais rien, il a découvert quand même l'existence de Frank Lampard dans une chanson de Niska. C'est quand même assez révélateur de son niveau footballistique. C'est très très réel. C'est très très réel. Mais bref, mince, qu'est-ce que je disais? Terrible. La jeunesse du Thunder. La jeunesse, parce que j'ai fait une blague sur Mbappé, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. La jeunesse du Thunder, pour moi, c'est pas un argument pour dire que c'est pas un contender. Clairement pas. Parce qu'ils sont bien coachés, parce que c'est des joueurs qui sont matures, parce qu'ils ont un groupe efficace, polyvalent, etc., etc. Je pense pas qu'il y ait d'effet trompe-l'œil avec le Thunder. Par contre, là où la jeunesse a un impact immense, c'est sur l'avenir. T'as une équipe comme ça dans laquelle t'as autant de joueurs qui sont encore sur des contrats rookies. L'année prochaine, Holmgren, Jalen Williams, etc., sont encore sur des contrats rookies. C'est lunaire. Ça veut dire que tu as de la place financièrement pour avoir ces joueurs-là, plus des joueurs comme du coup Shai qui coûte cher, Hartenstein qui sont allés chercher cher, entre guillemets, à la free agency. Et ils ont immensément de pics à transférer pour essayer d'améliorer leur effectif. Et ça, c'est terrifiant, de un. Et de deux, bah, justement, ça montre que là, on parle de est-ce que le Thunder peut être un contender. J'aime pas trop me projeter parce qu'on n'en sait vraiment rien. Mais est-ce que le Thunder, c'est pas une future dynastie? Moi, tu regardes toutes les équipes de la Ligue, San Antonio, même les Celtics, etc. Pour moi, l'équipe qui a le plus le profil de dynastie, je pense que c'est le Thunder. Je suis d'accord. Ils ont les ressources. Sans aucune discussion, je pense. T'as un des meilleurs coachs de la Ligue, si ce n'est le meilleur coach de la Ligue. T'as un des meilleurs GM de la Ligue. T'as un des meilleurs effectifs de la Ligue. T'es déjà une des meilleures équipes de la Ligue. T'es l'équipe qui a le plus de pics de toute la NBA. En fait, t'es une des équipes les plus jeunes de la Ligue. Enfin, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Enfin, au bout d'un moment, ouais, je vois pas comment OKC ne pourrait pas être une dynastie dans les, j'allais dire 2-3 prochaines années, mais j'ai l'impression que c'est dans longtemps. Enfin, même, pourquoi pas dès cette année, finalement. Moi, je pense qu'il y a un fort potentiel d'échec pour absolument toutes les équipes de la NBA. Genre, je pense que faire une dynastie, c'est toujours un truc qui relève d'une probabilité extrêmement, extrêmement faible. Et toutes les équipes peuvent échouer. Mais en termes de proba... Là, il y a quand même beaucoup d'éléments réunis, quoi. Ouais, mais je veux pas croire quand même que leur chance de créer une dynastie dépasse les 10-15%. Je sais pas. Je dis des chiffres au pif. T'as pas besoin de me suivre dans mon délire. Ça, c'est moi qui balance des stats. Enfin, c'est pas des stats, d'ailleurs, c'est juste des approximations très aléatoires. Mais je pense que ça reste une faible chance. Mais en même temps, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et le fait qu'ils aient déjà la possibilité de le faire potentiellement, c'est beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est le point qu'il faut vraiment retenir avec cette équipe, c'est que elle est magnifique aujourd'hui, mais elle sera peut-être encore plus belle demain. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On est quand même face à une des équipes les plus excitantes de la NBA. Je suis terrifié. T'es terrifié? Je suis terrifié. Moi, je pense pas que t'es terrifié. Je suis juste content de voir ce qui se passe. T'as une équipe qui joue bien, qui joue un jeu intéressant, qui joue un jeu original. T'as des joueurs qui sortent un peu du lot. Shai, il a un style très propre à lui-même. Chet Holmgren, c'est un talent générationnel.
Jalen Williams, on n'en parle pas tant que ça, mais pareil, c'est un joueur qui est très très spécial. Moi, je kiffe voir ce truc-là. Terrifié dans le bon sens du terme. Je suis plutôt terrifié face à... Je sais que t'as peur pour tes Rockets. Non, mais non, on n'est pas dans la même catégorie. Mais non, je comprends. Oui, c'est une bonne peur. Non, mais je serais aussi terrifié si j'étais terrifié par les forces d'équipe. Si tu as des émotions déjà pour commencer. Et j'ai des émotions parce que je suis enthousiaste pour cette équipe. Et si vous aussi vous êtes enthousiaste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'avenir du Thunder. Est-ce que vous pensez que ça deviendra une dynastie? Est-ce que vous pensez que cette année déjà ils peuvent gagner le titre? Je vous remercie d'avoir été de fidèles auditeurs et d'avoir écouté jusqu'au bout du podcast. Je vous remercie d'avoir du coup écouté Hugo aussi pendant tout ce podcast parce que vous allez le retrouver beaucoup cette saison, je pense. On risque de faire beaucoup de choses ensemble. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'adore t'avoir ici et du coup, merci déjà à toi de m'avoir accordé ton temps. C'est toujours un plaisir. Pour ce nouveau podcast. Et puis, je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne de Basket Session. Je vous invite à regarder les autres podcasts de la chaîne de Basket Session qui vont apparaître à l'écran juste à la fin de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Move Deep. Salut!